En février dernier, la marque The Body Shop a annoncé fermer ses boutiques, mettant à risque plus de 2000 emplois et depuis, c'est le tollé. The Body Shop is closing 33 Canadian stores and halting online sales as it files for bankruptcy. Nearly one-third of The Body Shop's Canadian outlets and all American stores are shutting down. In administration and unable to pay its bills. The Body Shop. It is a body bloat. Effectivement, il s'agit d'une marque emblématique, pionnière dans le commerce équitable et la cosmétique naturelle depuis les années 70 et dont l'ascension avait jusque-là été fulgurante au point d'être évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Mais contrairement à ce que peut bien penser le public, il ne s'agit pas que d'une simple affaire de faillite. Ces dernières années, la marque s'est retrouvée prise dans de nombreux scandales, mettant en doute ses valeurs profondes. Accusations de plagiat sur des petites marques, de tests sur animaux et reports financiers frauduleux. Que d'événements qui découleront au boycott absolu de la marque jusqu'au point de non-retour. Et ce, malgré les tentatives désespérées de redresser la situation. Comment The Body Shop a pu passer de la marque emblématique et extra populaire qu'on s'arrache à tous les coins de rue à la cible à abattre de l'industrie dont même les propriétaires veulent se débarrasser au plus vite? Avant d'en arriver à la situation anarchique qu'on vit présentement, retour aux origines de la marque pour avoir une vision 360 de l'histoire. Tout commence par une femme, Anita Perelli. Fille d'immigrés italiens, elle naît au Royaume-Uni en 1942 et dès le début, sa vie est un chaos. Elle découvrira que le premier mari de sa mère n'est en fait pas son vrai père, mais plutôt le second mari, qui est aussi le frère du premier, qui en plus était violent. Malheureusement, son père biologique va décéder quand elle aura 10 ans. Elle doit alors, avec ses frères et sa mère seule, tenir le café familial. Cela va lui inculquer une très forte éthique de travail, mais elle dira aussi qu'il ne prenait aucun jour de travail et qu'elle n'avait pas de loisirs, donc une enfance pas facile. We worked for the 5 o'clock in the morning in the cafe that we had to get the fisherman's breakfast. We closed at night later than anybody else. So for most immigrant kids, the way they got out of that was to either go into a profession like teaching or being a secretary and so on and so forth. Anita va poursuivre une carrière d'enseignante et pendant ses études, elle se découvre une passion pour le voyage. Elle ira visiter et même vivre dans plusieurs pays, Israël, la France, la Suisse, et sera embauchée à Genève par l'Organisation internationale du travail, qui est une agence spécialisée des Nations Unies. Cela lui crée un réseau qui lui permettra de voyager encore plus et de découvrir différentes femmes à travers le globe qu'elle trouve magnifiques, et ça va la rendre très friande de routines beauté venues d'ailleurs. Les shampoings à la boue, massage au beurre de cacao, etc. Mais c'est d'abord en gérante d'un petit restaurant qu'elle va se retrouver des années plus tard avec son mari Gordon Rodick. Un jour, celui-ci lui annonce que son rêve à lui, c'est pas de gérer un restaurant, mais c'est de faire Buenos Aires, New York à cheval. Ok. Et elle lui répond tranquillement, vas-y, j'ai toujours admiré les gens qui suivent leurs convictions et leurs passions. Et c'est pas très étonnant quand on connaît Anita. Tout son entourage la décrit comme unique en son genre. C'est une rebelle à la force mentale incroyable. Elle est pas du genre à suivre les normes si celles-ci sont contraires à ses convictions. Elle vit comme elle l'entend et encourage tout le monde à faire pareil. Sauf que, au bout d'un moment, ça fait 2 ans que le gars est parti. Elle se retrouve avec 2 enfants dont elle doit s'occuper, un restaurant qui l'épuise et qui en plus rapporte pas beaucoup d'argent. Elle décide donc de vendre son restaurant et d'ouvrir à la place une petite boutique de produits cosmétiques inspirés de ses voyages. Elle engage un herboriste qui se charge des formules et elle fabrique les produits elle-même. Des shampoings, des lotions, des crèmes, des huiles. Elle offre une large gamme de 25 produits. Elle appelle sa boutique The Body Shop. Le succès est immédiat et repose sur 4 éléments bien précis. Le premier, des promesses claires et réalistes. Our shampoos are detergent free. They're based on a coconut oil derivative, which means there's no harsh chemicals in them. They don't get rid of wrinkles. They absolutely do not get rid of wrinkles. It's your genetic patterning. Le second, des valeurs extrêmement fortes, retranscrites dans une offre unique et à contre-courant de ce qui se fait à l'époque. The Body Shop propose différentes tailles de produits, mais aussi un service de refill. Les consommateurs peuvent revenir avec leurs bouteilles vides à remplir. Aujourd'hui, ce type d'offre peut paraître évident car les enjeux environnementaux sont d'autant plus présents. Mais pour l'époque, c'est hors du commun. Anita est la seule à proposer ce service. You used to go into a greengrocer's shop and you could buy 1 apple or you can buy 2 kilos of apples. You could never do that with
lotions and shampoos. And why not? Why can't you have it? Why can't you have different sizes? Why can't you bring it back for a refill? Et même à notre époque, ça ne court pas les rues non plus. D'une, parce que le vrac était malheureusement passé de mode à une certaine époque, et de deux, parce que la réglementation européenne est extrêmement peu permissive. Elle exige que les conditions de vente des cosmétiques en vrac soient strictement les mêmes que pour les cosmétiques préemballés. Sauf que ce sont des conditions de fou. Imaginez pour un cosmétique préemballé, avant de remplir un flacon, vous devez mener ce qu'on appelle des tests de compatibilité. Ce pour s'assurer que le contenant en question ne contient pas d'éléments dangereux qui vont migrer dans le produit et ensuite se retrouver sur votre peau et éventuellement dans votre sang. Il faut éliminer le risque de contamination microbiologique, assurer le suivi de l'eau, etc., etc. Donc, le vrac nécessite de mettre en place un dispositif spécifique qui n'est pas à la portée de tous et ça participe grandement au fait que le concept tarde à être normalisé. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé de lancer votre marque de cosmétiques et que vous voulez tout savoir sur ce que la réglementation exige de vous, j'ai une formation gratuite qui vous attend en barre de description. Et Anita dira haïr l'industrie cosmétique, tout simplement. C'est un monstre qui vend des rêves inatteignables, elle ment, elle triche, elle exploite les femmes. Alors, elle est très claire sur les causes qu'elle veut défendre. Chez elle, pas de tests sur animaux. Elle utiliserait des ingrédients naturels favorisant la préservation de la forêt tropicale et se battrait pour l'allègement des dettes des pays en voie de développement, le droit de vote et les baleines. The Body Shop is a campaign platform for social change, focusing on human rights, the environment, and third world issues. 3. Une bonne communication. On en parle peu dans les success stories d'entreprise, mais vous aurez beau avoir la plus belle offre du monde, si les gens sont pas au courant, ça vous fait une belle jambe et les personnes n'arrivent pas magiquement dans votre boutique en se perdant entre deux carrefours. Anita a bénéficié d'une exposition presse gratuite dès son ouverture parce que en entendant le nom de son magasin de Body Shop, les commerçants du coin expriment une réticence. And they sent a solicitor's letter for me to cease and desist because twice a day the coffins would pass and they thought it was disrespectful to passing a shop called the Body Shop. So being the person I was, I anonymously rang up the local newspaper and said I'm being intimidated by mafia undertakers. I have a shop called the Body Shop, which Brighton thought it was its first sex shop. I learned how to tell stories to the press. La bonne cible. Du fait de l'emplacement de sa boutique et des valeurs qu'elle promeut, Anita attire une clientèle de hippies totalement en phase avec son offre. J'ai déjà parlé de l'importance du positionnement dans le succès d'une entreprise. Savoir proposer la bonne offre à la bonne cible, c'est le plus gros enjeu de départ. Mais il faut avouer que le cas d'Anita est particulier. Parce que si c'est bien la cible qui va faire de son entreprise un succès, c'est aussi elle qui va l'empêcher d'atteindre de nouveaux paliers. The Body Shop a un style un peu bohème avec tous les stéréotypes qui vont avec. Et ça bloque l'expansion du business parce que les propriétaires ne veulent pas louer leurs espaces à Anita, ce qui la prive donc d'ouvrir de nouvelles boutiques. Alors pour pallier ce problème, Anita prend en 1984 une décision radicale qui va complètement casser son image de l'époque et montrer que chez The Body Shop, ils sont pas là pour jouer. Entrée en bourse. A public company is one whose shares are available on a public market, called a stock market. Anita décrira le fait d'entrer en bourse comme le truc sexy à faire dans les années 80. Une bonne façon de gagner plus d'argent et d'observer avec curiosité jusqu'où ils pouvaient aller. Cette opération va aussi leur permettre de proposer une partie du capital de l'entreprise à leurs employés, ce qui est très bien. Oui, je dis leur permettre parce que entre-temps Gordon est rentré, son cheval est mort en tombant et il gère l'entreprise avec Anita. Mais assez vite, le couple commence à se sentir mal à l'aise dans le milieu. Ce qui les gêne particulièrement, c'est la course constante au profit qui, selon Anita, ne devrait pas être l'objectif premier d'une entreprise. Suddenly realized that our measurement had always been of success, had always been how many people we're employing. Oh, going to bed. Hey, we're employing 50 today. You know, that was a measurement of success. Suddenly it was all thrown away and the measurement of success was money. See, I think the role of business is public good. The Body Shop va néanmoins continuer son ascension en bénéficiant de toujours plus de couverture presse grâce à la personnalité d'Anita qui attire, son offre atypique et ses talents de storytelling. L'entreprise va elle-même mettre en place des campagnes publicitaires qui sortent du cadre à son image. En l'espace de 8 ans, c'est 138 boutiques que compte The Body Shop en misant notamment sur un système de franchise et l'expansion ne va pas du tout faire disparaître leur valeur. Plus l'entreprise croît et plus ils ont les moyens de faire grandir son impact. Ils instaurent une politique de recyclage en transformant les bouteilles vides que les clients ramènent en peigne. 25% des profits sont reversés à la communauté sous forme de dons.
c'est énorme, mais l'un des combats les plus significatifs d'Anita va être sa lutte contre les tests sur les animaux en cosmétique, pour laquelle elle va mener une campagne mondiale en 1993. Campagne qu'elle va mener toute sa vie et qui va grandement participer à éveiller la conscience publique autour de ce problème et va aussi participer au bannissement de la pratique des années plus tard en Europe. Mais surtout, ça a cristallisé Anita en fervente défenseuse de la cause, l'icône d'une révolution. Les services d'Anita dans le monde des affaires et de l'environnement vont la mener à être nommée en 1988 Dame Commander par l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II. Donc, dans les années 90, The Body Shop est à son apogée. Avant même que les termes économie circulaire, commerce équitable, cosmétique naturelle soient tendance et adoptés dans le langage courant, The Body Shop travaillait déjà selon ses valeurs parce que c'était ce en quoi il croyait fortement. Du moins, c'est ce qu'on pensait. This looks like you're selling out. You're an activist. Was this acquisition really a part of your long-term vision? En 1994, The Body Shop fait une nouvelle fois la une des journaux. Mais cette fois-ci, ce sera pas pour vanter ses mérites. Là, c'est le journaliste John Entine qui, après un travail d'investigation, publie un article à charge contre l'entreprise, l'accusant d'une tonne de choses. La première, c'est d'avoir tout simplement plagié son concept. Le récit d'Anita, comme quoi elle serait allée en Asie, en Afrique, partout pour s'enduire la peau de beurre de cacao, serait totalement faux, puisqu'elle ne serait pas allée plus loin que San Francisco, dans une petite boutique qui s'appelait The Body Shop. Bodytime was founded in 1970 using the name The Body Shop. We were the original body shop because it was opened up in an old garage. Now The Body Shop purchased the name from us, so we changed the name to Bodytime. C'est toujours difficile de déterminer qui a eu quelle idée avant qui. Ça fait partie des limites de la protection de la propriété intellectuelle. Mais là, il faut avouer que la ressemblance entre les deux concepts est assez folle compte tenu de l'époque. We carry these soaps from Afghanistan made by a cooperative called Argand. The opium trade is a big industry over there, so this helps to sustain this culture of people without making them have to harvest opium. A few things that set us apart are the fact that we recycle. Someone can bring their bottle back in and have it refilled. Les gars, ça se ressemble beaucoup. En soi, le principe même d'importer une idée, ça ne me choque pas. Il y a même pas un mois, j'ai rencontré une entrepreneur à un dîner d'affaires qui me racontait que sa copine avait eu l'idée au début des années 2000 d'importer le concept du bubble tea en France après être allée au Japon. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle était assez en avant sur son marché, mais regardez aujourd'hui comment pullulent les bubble tea de partout. Ça vient bien de quelque part. La seule chose, c'est que quand on pose la question à ces entrepreneurs, ils te disent ouais voilà, je suis allée dans un café au Japon, j'ai pris un bubble tea et voilà l'idée. Ils te disent pas je suis allée dans une coopérative cultiver du manioc, j'ai fait du tapioca. Et surtout, ils vont pas jusqu'à copier l'offre complète du café où ils sont allés, ainsi que les noms des boissons. Là, ça se ressemble vraiment beaucoup. Selon John Entine, Anita ne parlerait pas autant d'environnement parce qu'elle veut vraiment du bien à l'environnement, mais juste parce que ça fait vendre. Et les accusations ne s'arrêtent pas là. Il indique aussi que ces investigations révèlent que pendant les 11 premières années d'activité de The Body Shop, aucun penny n'est reversé aux associations caritatives. Mais bon, ça semble concorder avec la version d'Anita parce que des éléments que j'ai retrouvés, elle ne mentionne les dons qu'après leur entrée en bourse qui, elle, s'est tenue en 1984. Par contre, là où ça ne concorde pas, c'est au niveau des taux. Parce que Anita dit reverser 25% des profits de son entreprise et selon John, on serait plutôt sur une moyenne de 1,5-2%. Les reports financiers présentés par The Body Shop seraient faux. Je vous mettrai le lien vers l'article complet de John en barre de description. Je ne peux pas citer tous les points qu'il aborde tellement il y en a. C'est assez violent pour The Body Shop. Au départ, je pensais qu'il s'agissait juste d'un simple article qui sortait les petits linges sales que chaque entreprise a, il faut se dire la vérité. Mais là, il démonte absolument tous les fondements de l'entreprise. Il parle de pollution, d'environnement de travail malsain pour les employés. L'article a un impact tel qu'à sa publication, The Body Shop voit son prix en bourse baisser de 50%. Et moi, je suis toujours du genre à laisser le bénéfice du doute et à ne pas croire bêtement ce qui se dit sur Internet. On peut se poser la question des sources véritables de John Entine, de est-ce qu'il amplifie pas les faits, etc. Mais ce qui a étonné tout le monde et qui pour le coup a rendu The Body Shop plus suspect encore, c'est que malgré les conséquences plus que négatives que l'article a eues sur leur image, il n'y a pas eu de poursuite en justice. L'entreprise a bien sorti des articles dans la presse disant que John racontait des histoires, etc. Mais le fait qu'aucune action légale n'ait été mise en place
place a un peu froissé le public, surtout au vu des moyens de l'entreprise. Tout d'un coup, les gens se sont mis à se demander, mais est-ce que c'est parce que vous voulez pas qu'on creuse et qu'on découvre encore plus de malversations? Et quand on met cet événement à côté de celui qui va suivre, eh bien, les choses deviennent encore plus suspectes. En 2006, là c'est le cataclysme dans la presse parce que Anita annonce brusquement revendre son entreprise de Body Shop à L'Oréal. En soi, c'est une pratique assez courante qu'une entreprise soit rachetée par une autre. Et dans le domaine de la cosmétique, en vrai, c'est une pratique assez courante qu'une entreprise soit rachetée par L'Oréal. Mais la décision d'Anita est beaucoup plus surprenante. On parle de la Dame Anita, l'activiste qui vend des produits de beauté, celle qui dit haïr l'industrie cosmétique dans son état actuel et qui a pris la décision consciente de ne jamais faire du profit l'objectif premier de son entreprise. On peut aimer L'Oréal ou non, factuellement, c'est une société capitaliste dont le but premier est justement de faire du profit. Mais surtout, le groupe était accusé, d'autant plus à l'époque, de tester leurs produits sur des animaux, ce qui, aux yeux du public, faisait que leur politique ne matchait absolument pas avec celle de The Body Shop. L'Oréal, ça n'a jamais été ce en quoi Anita disait croire, donc cette vente est en totale incohérence avec ses valeurs et donc avec celle de ses fidèles clients. C'est alors sans grand étonnement que la nouvelle ne passe pas. They do have animal testing, which is a fucking issue and a big problem and pisses me off to no end. L'Oreal needs to get on that. Like, I'm sorry, I can't mentally comprehend how, like, a company that makes that much money could be like, oh, we're still gonna animal test. Like, get Plusieurs personnes vont se retourner contre l'entreprise et appeler au boycott. Une organisation va même être en tête de cette opération. Il s'agit de Nature Watch, qui est une organisation caritative dont le but est de mettre fin à la cruauté envers les animaux. Bon, ça c'est une chose. Mais pour moi et pour beaucoup d'autres, une question cependant reste en suspens. Pourquoi cette vente? Vu de l'extérieur, c'est une erreur stratégique terrible. On aurait pu aisément se douter de la tournure des événements vu ce qui s'est passé avec John & Tyne. Les valeurs de la marque, c'était la chose la plus précieuse à conserver. C'est pour ça que les gens allaient acheter chez The Body Shop. C'est comme si vous alliez chez votre boulanger préféré spécifiquement parce que son pain de mie est fait avec de la farine de maïs et du jour au lendemain, il se met à utiliser du blé. Bah vous y allez plus. Quand on questionnait Anita sur ses choix, sa réponse n'était pas tout à fait des plus convaincantes. Become mainstream, going into the belly of the beast, being like a Trojan horse and changing from within or advising from within. I think it's brilliant. C'est une façon de voir les choses, mais ce que The Body Shop vendait, c'était une certaine pureté de son économie. L'argent va aux bons endroits, aux bonnes personnes et permet d'accomplir de bonnes choses. Le problème est que, même en ayant le bon sentiment de changer les choses de l'intérieur, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain tellement le chantier est gros. Et ce que reprochent réellement les activistes, c'est que, à l'heure actuelle, en dépensant leur argent chez The Body Shop, certes, l'enseigne elle-même ne fait pas des tests sur les animaux, mais tout d'un coup, l'argent des clients va intégrer un circuit qui comporte maintenant des arrêts avec lesquels ils sont pas en phase. Et compte tenu de tout cela, j'avais beau retourner la question dans tous les sens, impossible de comprendre le choix d'Anita. Jusqu'à ce qu'un événement bien précis se ramène dans l'histoire, comme la pièce manquante du puzzle. Dame Anita Roddick, one of Britain's most successful businesswomen and the founder of The Body Shop, has died. Her family made the announcement just over an hour ago. Anita va tragiquement décéder juste quelques mois après la vente de son entreprise à L'Oréal. Juste avant sa mort, elle avait dévoilé un secret jusque-là bien gardé. Elle était l'une des nombreuses victimes de l'affaire du sang contaminé. Dans les années 80, un scandale a éclaté comme quoi de nombreux patients ont été transfusés avec du sang contaminé au virus du sida ou de l'hépatite C. En France, on compte plus de 2000 victimes. Anita sera, elle, infectée au virus de l'hépatite C lors de l'accouchement de sa fille en 1971. Elle aura donc vécu avec la maladie toutes ces années jusqu'à ce que celle-ci l'emporte en 2007. Le timing dans cette affaire est extrêmement intéressant et peut peut-être expliquer pas mal de choses. Anita a-t-elle juste voulu se débarrasser de son entreprise avant de mourir, faire des choses plus significatives pour elle? On n'en sait rien, mais je pense que c'est un élément important à prendre en compte, surtout quand on connaît la plus grande peur d'Anita. Do you think that drives you to be more than a successful businesswoman? Well, fear. I think it comes to your age. What you were going to say, fear of what? Death.
Anita avait la peur de la mort depuis petite et c'était à un point tel qu'elle ne voulait pas s'endormir le soir au risque de ne jamais se réveiller. Mais c'est aussi cette peur qui lui a permis de vivre chaque jour comme si c'était le dernier et qui l'a probablement aidé dans ses accomplissements professionnels. Si on ne sait pas avec exactitude pourquoi Anita a vendu The Body Shop, on sait pourquoi L'Oréal a acheté, pour le profit. On n'aime pas, on est d'accord ou pas, personne n'achète un bien pour perdre de l'argent. Et ça va vite se vérifier. Cosmetics giant L'Oréal has confirmed reports that it is looking to sell the Body Shop chain of stores. Il y a le boycott d'un côté, mais de l'autre, on n'est plus en 1976. Avant, on allait chez The Body Shop parce que c'était le seul choix en matière de cosmétiques éthiques. Mais là, on est dans les années 2000. Bonjour Lush, bonjour The Origins, The Ordinary. Il y a juste trop d'options et toutes ces embrouilles prises ensemble font que les ventes chez The Body Shop ne sont juste plus au rendez-vous. Et L'Oréal n'est pas dans ce genre de bail, vous voyez. Ils étaient à peu près ok jusqu'à la partie où on leur a dit qu'on allait les changer de l'intérieur, tout ça, bon. Mais ils s'étaient pas entendus pour perdre des millions. Ils revendent donc la marque à Natura, leader des cosmétiques brésiliens, pour $1 milliard. Comme le leadership de Natura est plutôt local, ils rachètent The Body Shop dans l'espoir d'acquérir des parts de marché à l'international. Mais au final, c'était le pire move. Je pense qu'ils ont dû bien regretter parce que les boycotts contre The Body Shop étaient toujours en cours. Ils ont assez mal géré ça. On a accusé Natura de manque de transparence, mais eux continuaient d'investir en masse pour ouvrir toujours plus de boutiques et continuer leur expansion. Puis 2020... Voilà. 14 novembre 2023, Natura n'en peut juste plus. Ils annoncent revendre The Body Shop à la société d'investissement Aurelius pour $260 millions. 260 millions de dollars pour une entreprise initialement achetée à $1 milliard. C'est la grande braderie. Très vite après ce rachat, il semble que le point de non-retour pour The Body Shop ait été atteint puisque à partir de février 2024, on commence à entendre les nouvelles de fermeture de magasins, révélant ainsi des années de difficultés financières pour l'entreprise et aussi le fait que beaucoup de ces boutiques qui existaient n'étaient en fait pas rentables. Même si on entendait des rumeurs depuis longtemps, la nouvelle est arrivée progressivement selon les localités. On a appris la fermeture aux US, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique puis en France. Pour chaque zone, c'est un peu différent, mais globalement, on parle plutôt d'un redressement judiciaire, ce qui laisse une chance à l'entreprise de se relever. Fermer ses boutiques pour baisser ses frais et mieux miser sur le digital. C'est positif, mais il semblerait que la saga ne fasse que commencer parce que juste le mois dernier, on a appris que des investigations sont en cours. Des millions auraient disparu des caisses juste avant la déclaration de faillite. Quand j'ai commencé à bosser sur cette vidéo, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de rebondissements. Moi, je me fais toujours avoir, sérieux. Je démarre toujours en espérant travailler sur une vidéo tranquille de 10 minutes et voilà. Si vous êtes comme moi, au vu de tout ce récit, votre question peut peut-être concerner l'intégrité d'Anita. Est-ce qu'elle était sincère? Est-ce que The Body Shop, c'était vraiment la société éthique qu'elle avait envie de créer? Sincèrement, je n'ai pas la réponse à cette question. Il y a certaines accusations, si les faits sont avérés, là, c'est vraiment condamnable. D'un autre côté, on peut durement effacer l'impact positif que l'entreprise a quand même eu au cours des années. Une chose est sûre cependant, selon Anita, c'est que la marque a commencé à se perdre de plus en plus une fois le pied mis dans le monde des géants. The biggest mistake we ever made was going public. We probably would not have gone into the malls of America. We probably would have stayed more idiosyncratic. We probably would have stayed much more, as political as we wanted to be. To be a small giant was fantastic. You don't have to be big. There's no thing that growth is the only answer.